Dans l'actualité de ce jeudi, il faut se rendre à l'évidence. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous risquons une situation dommageable si tous les Sénégalais ne respectent pas les gestes barrières. Parallèlement, les acteurs culturels continuent la mobilisation. Les artistes maintiennent la pression sur le gouvernement pour une reprise des activités culturelles. Plus de détails dans cette édition. Prévention de la pandémie dans les établissements scolaires, la mauvaise note de la COSYDEP à l'éducation nationale. La coalition demande un renforcement du dispositif sanitaire. Avec un déficit de tables dans les classes, la distanciation physique est quasi impossible. D'où viennent les jouets pour nos enfants? Un commerçant vendeur de jouets et gadgets pour enfants a été arrêté hier. Il distribuait des produits contenant une boisson avec 6 degrés d'alcool. À l'approche des fêtes, des jouets pour enfants inondent le marché. Quel est le circuit de l'introduction de ces jouets? La sécurité des enfants est-elle sérieusement prise en compte? Reportage à suivre. Et puis l'actualité de ce jeudi, c'est aussi la publication du rapport 2019 de l'ITIE. Les revenus générés par le secteur extractif sont estimés à 161 milliards de francs CFA. L'or est le principal produit d'exportation des ressources minières avec plus de 60%. La Suisse, principale destination des exportations du Sénégal en 2019. La situation épidémiologique nécessite un respect strict et sans concession des mesures barrières. Abdoulaye Diouf Sarr se veut ferme. En marge d'une réunion du comité interne de suivi du plan national de développement sanitaire et social, le ministre a martelé que le non-respect des gestes barrières pourrait créer une situation dommageable au Sénégal. Mamadou Fall et Thierno Laurent Mendy. La réactivation des CTE est imminente vu l'évolution de la pandémie au Sénégal après les instructions du président de la République pour une gestion efficace du coronavirus. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, rassure. Les instructions ont été données et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons réactivé les CTE pour pouvoir prendre en charge cette vague. Mais aussi, nous avons effectivement réactivé tout le dispositif de prise en charge des urgences et des cas graves pour prendre en charge aussi à ce niveau l'augmentation des cas graves. Abdoulaye Diouf Sarr sonne l'alerte si jamais les médecins sont débordés. Le Sénégal serait au bord du gouffre. Il faut se rendre à l'évidence, dire les choses telles qu'elles sont. Si on ne respecte pas les mesures barrières, nous risquons effectivement donc une situation qui sera dommageable. C'est pourquoi nous continuons à lancer un appel pour que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais à son niveau se dise que le combat, c'est à mon niveau. Il faut... Concernant la doléance des artistes, le ministre de préciser que tous les Sénégalais, sans exception, doivent respecter les mesures barrières. Je ne parle pas des artistes, je ne parle pas des sportifs, je ne parle pas des pêcheurs, je ne parle pas de catégories. Je parle de principes et je parle d'orientation. Aujourd'hui, on ne peut pas économiser cette rigueur. Il faut absolument que toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais respectent les mesures barrières pour nous permettre de remporter cette lutte. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr présidait une réunion du comité interne de suivi du plan national de développement sanitaire et social 2019-2028, rencontre pour trouver le juste milieu entre la réponse sanitaire, la limitation des perturbations socio-économiques et le respect des droits humains. Merci Mamadou. Et puis la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique s'inquiète des mesures de prévention dans les écoles au Sénégal. La COSYDEP dit avoir constaté un déficit de tables-bancs, ce qui peut nuire au respect de la distanciation physique. La coalition appelle les autorités éducatives à renforcer le dispositif sanitaire dans les établissements. Parmi les constats, c'est qu'il y a un retour massif des enfants à l'école. 4 millions. 4 millions, pour vous donner une idée, ça représente un quart de la population sénégalaise. Et donc nous pensons aujourd'hui qu'il urge de tenir compte de cela et d'accompagner davantage et mieux cette forte population, donc, qui fréquente le système éducatif. Deuxième constat, c'est évidemment le déficit en matériel sanitaire dans les écoles avec la deuxième vague, mais ensuite le déficit en personnel enseignant et en table-banc. Et vous savez que ces deux éléments rendent difficile la distanciation physique.
Or, avec la Covid, nous devons évidemment veiller à ce qu'il y ait en tout cas qu'on évite tout ce qui est promiscuité. Alors tout cela, si nous le mettons en rapport avec l'annonce officielle de la deuxième vague liée donc à la pandémie de la Covid-19, nous pensons qu'il est essentiel, important, urgent que l'on puisse prendre des dispositions pratiques, pertinentes qui permettent en tout cas de protéger davantage l'école. En quoi faisant, nous avons mis sur la table au moins 4 propositions. Et retenez que la situation du jour fait état de 3 décès et 115 Covid+. 26 personnes développent la forme grave de la maladie, donc prise en charge dans les services de réanimation. La circulation du virus inquiète à Linguère. La commune de Dara a enregistré 6 cas, dont 2 agents municipaux. La mairie a d'ailleurs été fermée provisoirement. Les autorités locales s'activent pour casser la chaîne de contamination. Mohamed Moustapha Ndiaye et Omar Ka. La deuxième vague du coronavirus a envahi la commune de Dara. En effet, 6 personnes sont sous traitement. C'est la raison pour laquelle la mairie est fermée. La révélation est faite par le médecin-chef du district sanitaire de Dara. Donc en moins d'une semaine, le district sanitaire de Dara a enregistré 6 cas de Covid. Et pour rappel, le district sanitaire de Dara faisait partie des rares districts jusqu'à un temps récent n'a pas enregistré de cas. Et en une semaine, 6 cas de Covid et dont 3 communautaires. Et aujourd'hui, on s'est réunis quand même pour voir la situation, rapidement mobiliser les troupes et prendre les dispositions nécessaires pour éviter la propagation de ce virus. Pour bouter le virus hors du Jolof, un comité départemental de développement s'est tenu à Linguère pour peaufiner des stratégies de lutte contre la pandémie. Et effectivement, nous avons tenu cette réunion du comité départemental de gestion des épidémies. Et le motif, c'est les cas que nous avons enregistrés récemment au niveau de la commune de Dara. Comme vous l'avez dit, nous avons actuellement 6 cas sous traitement. Ce qui prouve que le virus est en train de circuler au niveau de la commune, mais aussi au niveau du département. Et nous avons saisi l'occasion pour remobiliser les troupes pour faire face à cette situation. Les maires proposent la mutualisation des efforts tout en mettant en garde les uns et les autres contre les actions dispersées. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous faut, c'est la mutualisation des efforts au niveau de nos différentes collectivités locales. C'est vrai qu'il y a un seul secteur qui est indexé pour le moment, mais je pense que la communalisation aujourd'hui doit intervenir plus que jamais. Donc que l'on fasse tout pour éviter les actions dispersées. Et d'ailleurs, je voudrais personnellement me réjouir donc de la rencontre de ce soir. C'est déjà une bonne chose parce que quand on procède par la conjugaison de toutes les synergies donc, départementales, cela peut faciliter la lutte. Et du côté des acteurs culturels, eh bien, ça grogne toujours. La rencontre d'hier avec les autorités a accouché d'une souris. Le rassemblement initialement prévu aujourd'hui est renvoyé à la semaine prochaine. Continuer l'activité au même titre que les autres secteurs, c'est ce que réclament les artistes sénégalais. Thiorombar Ndiaye et Diafaraba. Arrêté du gouverneur de Dakar interdisant les rassemblements dans les salles de spectacle n'est pas du goût du positif Black Soul. Awadi et Degueti associent les sportifs à cette lutte et parlent de discrimination. C'est une période triste pour tous les artistes du Sénégal parce que ça fait 10 mois qu'on ne travaille pas, qu'on n'arrive pas, pour la plupart en tout cas, à payer des locations. Il y a eu des drames familiaux, des gens ont été virés de chez eux, donc pas de travail, alors que tout le reste du Sénégal a le droit de travailler. À moins qu'on arrête tout le monde. Si tout le monde s'arrête de travailler, les musiciens aussi pourraient s'arrêter. Mais si certains ont le droit de travailler, d'autres pas, il n'y a pas de sens. Et il faut oser le dire, nous arrivons sérieusement à un point de saturation, que ce soit nous ou bien les sportifs. Et si ça continue comme ça, nous serons obligés d'amener les sportifs dans ce mouvement parce qu'eux aussi ont le droit à une vie décente. On nous a dit apprenez à vivre avec le Covid, on ne nous a pas dit apprenez à mourir avec le Covid. Les pertes depuis le début de la pandémie du côté de ce secteur estimées à plusieurs milliards. Nous sommes dans l'économie de la culture. Quand on parle de l'économie de la culture, ce n'est pas seulement du divertissement. Il y a une économie qui souffre en ce moment. Les pertes de la musique, ça se chiffre en dizaines de milliards. C'est des dizaines de milliards qui vont se perdre. Vous vous rendez compte qu'une manifestation culturelle, c'est des travailleurs, c'est des couturiers, c'est toute une chaîne. Il ne faut pas voir juste le spectacle final, mais toute la chaîne
économiques qui travaillent pour l'aboutissement d'un événement. La rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs culturels n'a rien donné. Leur sitting, initialement prévu ce jeudi, est reporté au 23 décembre. Aujourd'hui, normalement, il y avait un sitting au niveau de la place de l'Obélisque qui est reporté dans une semaine. Mais c'est vraiment très compliqué. J'aimerais que les autorités comprennent que ce n'est pas la musique qui amène le coronavirus. Vous ne pouvez pas dire aux gens, vous pouvez dîner dans un restaurant, mais qu'on ne mette pas de la musique. Ça n'a aucun sens. Ces acteurs culturels demandent aux autorités de revoir les décisions prises. Disent-ils, leur droit de travailler et de vivre dignement ne doit pas être bafoué. L'autre grand titre de cette édition, à la lumière de l'arrestation hier du commerçant distributeur de jouets et gadgets pour enfants contenant de l'alcool, intéressons-nous aux jouets pour enfants vendus en ce moment sur le marché à l'approche des fêtes. Vous allez le voir, le choix est multiple. Nos équipes ont fait le tour au marché, Cheikh Diop et Diafaraba. Le marché de Noël inondé de jouets de tout genre. Ici, au boulevard du Centenaire, l'affaire du commerçant interpellé pour vente de gadgets contenant un produit alcoolisé est sur toutes les lèvres. Les condamnations sont unanimes. C'est pas normal, puisque l'alcool avec les enfants, c'est dangereux. Moi, personnellement, les jouets, je les achète ici. C'est pas moi qui les importe. Peut-être les vêtements, les trucs comme ça, c'est moi qui les importe. Mais les jouets, pour l'instant, je les achète ici. Quoi. Très dangereuse. L'alcool, même pour l'homme adulte, il ne doit pas abuser de l'alcool. Et l'enfant ne connaît rien. Il est innocent, il ne fait que copier. Donc ce qu'on lui donne à copier, ça doit être quelque chose de bon. Plusieurs produits circulent sur le marché en cette période de fin d'année. Une prolifération qui doit pousser parents et autorités à plus de surveillance. C'est une simple négligence. Parce que le comportement de ton enfant, tu dois le savoir depuis la naissance. Comme j'ai entendu, je vais prêter attention. Mais auparavant, je ne vais pas y passer, franchement. Nous demandons juste à l'État de nous venir en aide parce que nous sommes des parents et vraiment les enfants sont sous notre couverture. Donc nous devons les couvrir, les protéger. Ils sont vulnérables. Le commerçant mis en cause est actuellement en garde à vue en attendant d'être déféré au parquet. Il a été démasqué par des internautes ayant lancé l'alerte sur les réseaux sociaux. Ce scandale remet au goût du jour la nécessité de réguler davantage le marché des jouets pour le bien des enfants. Merci, cher. Le rapport 2019 de l'ITIE a été présenté ce matin. Le secteur extractif a généré 161 milliards de francs CFA en 2019. Autre élément, les paiements destinés aux fournisseurs évalués à 891 milliards, dont 216 aux nationaux. L'ITIE recommande une réhabilitation et un réaménagement des sites d'exploitation. Maimouna Ndiaye et Amadouba. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal présente son 7e rapport des revenus en 2019 dans le secteur estimé à 161 milliards de francs CFA. Ce qui correspond à une contribution du secteur extractif de 5,3%. Un peu plus que l'année dernière, mais c'est dire que ce n'est pas encore le secteur extractif qui vraiment mène l'économie du Sénégal et que nous espérons qu'avec les découvertes que nous avons de pétrole et de gaz, cela ira encore mieux. Pour mieux faire, il faut donc booster la part des nationaux. Il a montré qu'il y avait encore des insuffisances, notamment par rapport aux données des entreprises d'État, aux bénéficiaires effectifs et aux conditions d'octroi. Nous le disions, c'est un secteur assez pointu. Mais nous devons donc augmenter les capacités de tous nos nationaux, en tout cas de tous ceux qui aspirent à jouer un rôle dans ce secteur, pour que nous puissions avoir des retombées encore plus importantes au niveau national. Le secteur extractif emploie près de 8000 personnes. Par conséquent, le Comité national de l'ITIE veut faire de 2021 une année de revalidation du Sénégal.
Merci Maïmouna. Restons avec les ressources naturelles. À Saint-Louis, la coalition Publiez ce que vous payez porte une initiative avec plusieurs autres acteurs de la région Nord pour veiller sur les intérêts des populations dans l'exploitation des ressources gazières. Le cadre de concertation à gestation va regrouper toutes les collectivités locales pour alerter et veiller pour une bonne gestion de nos ressources. Voyons tout cela avec Ousseinou Diop et Habib Seck. Les élus locaux, mouvements associatifs, pêcheurs, forum civil et la coalition Publiez ce que vous payez comptent mettre en place un cadre de concertation pour mieux superviser l'exploitation du gaz à Saint-Louis. Une plateforme qui va permettre aux Saint-Louisiens de défendre leurs intérêts dans l'exploitation des ressources gazières, selon le coordinateur de la coalition Publiez ce que vous payez à Saint-Louis. Presque tous les intervenants ont cédé sur le fait que le gaz doit d'abord bénéficier, bien que ça appartienne à tout le peuple sénégalais, mais doit d'abord bénéficier à la population de Saint-Louis qui subira certainement les impacts négatifs. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes vraiment aujourd'hui peut-être, pour être optimistes, quand on a vu que presque l'essentiel des acteurs étaient présents et ont adhéré à cette initiative, pour que nous prenions en charge les intérêts exclusifs de Saint-Louis. Pour l'adjoint au maire de Saint-Louis, cette structure aura pour mission de défendre les intérêts des collectivités territoriales du département. Ce qui est important, c'est qu'il y a une convergence de vues de tous les participants, de la nécessité de travailler ensemble pour mieux défendre les intérêts de notre ville. Et pour moi, c'est une aubaine parce que j'ai eu à faire ce plaidoyer devant son Excellence le Président Macky Sall, lorsque j'ai eu le privilège de prendre la parole lors du Conseil présidentiel sur le contenu local qui a été tenu le 20 janvier 2020. La plateforme a été mise en place lors d'un dîner-débat organisé à Saint-Louis par la coalition Publiez ce que vous payez et le Forum civil. Elle disposera d'un outil performant pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale pour mieux défendre les intérêts de la région Nord. Merci Ousseinou. Et puis la modification de la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège a été adoptée hier en Conseil des ministres. Vous le savez, le sujet a été au centre des commentaires. Selon Aluntine, c'est une bonne nouvelle pour la promotion de la démocratie. L'état d'urgence, le couvre-feu, franchement, qui sont des moments où on suspend pratiquement les libertés fondamentales des gens, où on légifère par ordonnance, ça veut dire où pratiquement les différentes institutions pratiquement sont suspendues. On l'a connu ici avec la Covid. Si nous nous arrangeons pour avoir une démocratie apaisée, une démocratie délibérative, participative, où les citoyens sont toujours consultés, où ils donnent leur avis, il est extrêmement rare, vraiment, qu'il y ait des circonstances où vraiment les gens appliquent les législations d'exception. Sauf vraiment quand on dit des catastrophes naturelles ou des trucs comme ça, où vraiment les gens ont besoin de prendre des mesures très rapidement et de prendre des décisions très rapidement. Donc nous attendons à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus de flexibilité et vraiment que ça soit véritablement dans des circonstances exceptionnelles où on peut avoir recours vraiment à ces mécanismes, à ces outils. Et selon nos confrères de Libération, cette modification vise à élargir l'application de la loi aux catastrophes naturelles. Parlons de la modernisation de l'administration. Casier judiciaire et permis de construire seront dématérialisés avant la fin du premier trimestre de 2021. Selon le directeur de la bonne gouvernance, c'est une demande forte des usagers qui sera réalisée dans le cadre du programme d'appui à la modernisation de l'administration. La digitalisation, c'est vraiment une option que nous avons prise dans le cadre de la modernisation de l'administration sénégalaise. Nous avons identifié dans le cadre du PAMA et avec les différents services de l'administration, nous avons identifié un certain nombre de procédures sur lesquelles nous devons travailler d'ailleurs très rapidement, disons dans un court délai d'ici la fin du premier trimestre, nous l'espérons, de 2021, pour que ces procédures-là puissent être dématérialisées. Il y a entre autres la question du casier judiciaire, comme vous le savez, qui est une très forte préoccupation pour les populations, parce que très souvent les populations sont obligées de se déplacer d'une région
à une autre pour disposer d'un casier judiciaire. Et nous pensons quand même qu'il y a lieu de tout faire pour mettre un terme, en tout cas, à cette situation-là. Il y a bien sûr la question du permis de construire également, comme vous le savez, qui est une très forte préoccupation pour les usagers du service public. Et nous sommes en train également de travailler à ce que les services d'accueil au niveau des différentes structures publiques soient mieux dotés, bien organisés, de manière à ce que les usagers, en tout cas, aient de meilleures conditions dans la délivrance du service. Il en est par exemple ainsi des hôpitaux. Améliorer le dispositif d'accueil et d'orientation de manière à ce que les usagers, les patients, n'aient plus à perdre du temps dans l'attente des prestations médicales. Le directeur de la bonne gouvernance, Cherfal, avec notre équipe à Mbour. Campagne de commercialisation arachidière, ça se bouscule au portillon de la Copéole, la compagnie de production des oléagineux. Vous le savez, les opérateurs chinois ont arrêté l'acquisition de graines en attendant le démarrage des exportations. Pendant ce temps, la Copéole qui achète la production jusqu'à 320 francs le kilo. Problème, les camions d'arachide passent des jours, voire des semaines devant la Copéole avant d'être déchargés, ce qui provoque l'impatience des chauffeurs. Voyons tout cela dans ce reportage d'Ibrahima Diamé et Faligaï. À la suite de l'arrêt des opérations d'achat chez les Chinois, c'est la ruée des camions vers la compagnie pour l'exploitation des oléagineux, la seule qui achète aujourd'hui à 320 francs CFA le kilogramme. Plus d'une centaine de camions remplis d'arachides sont stationnés devant le portail de l'usine en attente d'être déchargés. Cela aux grandes dames des conducteurs de camions qui disent en avoir assez d'attendre. Je suis là depuis le dimanche dernier et ce qui est sûr, c'est que je vais y faire une semaine. De loin, à l'intérieur de l'usine, l'on aperçoit une montagne de graines d'arachide qui s'amoncellent avec des ouvriers à l'œuvre. Pendant ce temps, les camionneurs attendent à la porte. Beaucoup d'entre eux passent la nuit ici, non sans beaucoup dépenser. Vous savez, quand vous êtes là avec votre apprenti, chaque jour au moins, vous dépensez 5 000 francs CFA. Ça, vraiment, cela ne nous arrange pas, nous les camionneurs. Le stationnement de ces véhicules sur les lieux qui y mettent beaucoup de temps avant de décharger fait craindre les paysans qui ont peur d'une nouvelle chute du prix du kilogramme. Parce que comme vous le savez, la Copéole est le dernier rempart, mais maintenant ça commence vraiment à dégénérer dans la mesure où il y a plus de 400 camions qui stationnent et que par contre la Copéole est en train de réviser même le prix. On a entendu certaines informations qui nous disent qu'il veut réviser à 300 francs. La Copéole a collecté pour le moment 5600 tonnes de graines d'arachide pour une moyenne de 30 à 35 camions réceptionnés par jour. Elle achète le kilogramme à 320 francs CFA. Merci Ibrahima. À Saint-Louis, dans le secteur du transport, les chauffeurs à l'Eau-Dakar veulent formaliser l'activité. Ils réclament à l'État des licences de transport pour en finir avec les tracasseries sur la route, suivant leur porte-parole Ibrahima Der avec notre équipe à Saint-Louis. Nous travaillons dans le domaine du transport, précisément dans un secteur appelé Allo-Dakar. Nous disposons pratiquement de tous les papiers nécessaires pour ouvrir une agence de voyage, mais notre seul souci reste les licences. Nous voulons être dans la légalité et nous souhaitons être accompagnés pour sortir de l'informel. Les chauffeurs de ces taxis sans licence, c'est-à-dire les taxis clando, vivent des situations très difficiles. Chaque jour, ils courent des risques qui peuvent même les amener en prison. Nous interpellons le chef de l'État pour qu'il nous aide. 17 décembre, 58e anniversaire de la crise entre l'ancien président Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, président du Conseil, survenu le 17 décembre 1962, une crise qui a eu beaucoup de conséquences sur la marche du pays. Selon l'historien, le professeur Oumar Gueye, il soutient que la crise de 1962 est à l'origine du changement du système politique au Sénégal qui a abandonné le bicéphalisme au profit du régime présidentiel. Le professeur Oumar Gueye était l'invité de la matinale de TFM. Le voici interrogé par Chérif Dia. Si on considère, parce qu'un historien ne juge pas, on produit un savoir, et si on se limite aux faits, ce pourquoi on a condamné Mamadou Dia et ses partisans, donc qui étaient Ibrahima Sarr,
Joseph Mbaye, Alioune Tall et Valdiodio Ndiaye, parce que ce n'était pas que Ndiaye qui était condamné. Ce pourquoi ils ont été condamnés, le motif n'était pas un coup d'État. On a requalifié les faits, n'est-ce pas? Donc ils ont empêché, c'est la fermeture de l'expulsion des députés de l'Assemblée. On a coupé le téléphone à la présidence, etc. Donc c'est un ensemble de faits qui leur sont reprochés, particulièrement à Mamadou Dia. Et c'est pour ça qu'ils ont été condamnés. Maintenant, par rapport à la peine, d'aucuns ont pensé que la peine était disproportionnée par rapport à l'accusation, parce que c'était une condamnation à perpétuité. Dia lui-même dit qu'il n'avait pas besoin de faire un coup d'État, parce qu'il avait tous les pouvoirs, c'est lui-même qui l'a dit. Je crois que c'est la principale leçon à tirer. On a fait le constat dès le début des indépendances, donc sur le régime à adopter, que ce régime bicaméral n'était pas viable. C'est à partir de ce moment maintenant que la constitution du Sénégal a été changée. Et après le changement de la constitution, on passe maintenant de la 4e République à la 5e République. C'est le régime actuel que nous avons. Sur l'international, les députés français ont adopté aujourd'hui la loi relative à la restitution des œuvres au Bénin et au Sénégal. La France a maintenant 1 an pour remettre au Bénin les 26 œuvres du trésor de Benzin. Rappelons que le sabre d'El Hadj Omar Tall a déjà été restitué en novembre 2019 au Sénégal. En France toujours, le président Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19. La contamination du président français a provoqué l'isolement d'un grand nombre de responsables politiques, du Premier ministre Jean Castex au président de groupe à l'Assemblée nationale. Retenez que l'évolution de la pandémie reste préoccupante en France. Un mot de sport, Robert Lewandowski élu meilleur joueur de l'année 2020 devant Ronaldo et Lionel Messi. Le sport russe suspendu 2 années par le tribunal arbitral du sport. Et puis le sport qui reprend au Sénégal. Le round-up de l'actualité sportive avec Cher Sadibou Diarra. Le sportif sénégalais obtient gain de cause. L'interdiction des activités sportives est levée selon le quotidien L'Observateur. Elle intervient après une réunion entre le ministre de l'Intérieur, le ministre des Sports et le ministre de la Santé. Les activités sportives vont devoir toutefois se dérouler à huis clos et dans le respect des gestes barrières. Les fédérations sont chargées de veiller à l'application. Les clubs peuvent ainsi reprendre leur préparation de la saison. Les championnats de basketball et de football démarrent le 2 janvier 2021. La lutte sénégalaise ne parvient pas encore à donner la date des premiers combats. Elle connaît par contre le président de la commission centrale des arbitres. Il s'agit de Sitor Ndour. L'arbitre réhabilité par le nouveau bureau du CNG reprend ainsi son poste. Le tribunal arbitral du sport a pour sa part rendu sa décision dans le vaste scandale de tricherie à répétition opposant la Russie à l'Agence mondiale antidopage, AMA. Il suspend de 2 ans la Russie de toutes les compétitions internationales, les Jeux olympiques de Tokyo 2021, ceux d'hiver de Pékin 2022 y compris. Le tribunal arbitral du sport réduit ainsi de moitié la suspension infligée par l'AMA en décembre 2019. La FIFA a pour sa part tenu sa cérémonie de Best Football Awards. Entre autres, le trophée Best du meilleur gardien de but est revenu à l'Allemand Manuel Neuer. L'attaquant polonais Robert Lewandowski du Bayern Munich est élu meilleur joueur de l'année 2020 devant Cristiano Ronaldo et Messi. Le titre de coach de l'année est décerné à Jürgen Klopp. Pour le 11 de l'année, Sadio Mané ou aucun Africain ne s'y retrouve. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo y figurent pour la 14e fois d'affilée. Paradoxalement, Neuer est devancé dans les buts par Alisson. Merci Cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info avec Waram Touré. Vous recevez ce soir le docteur Baba.